Quand je suis entré à la réunion des anciens de mon lycée, je suis tombé nez à nez avec mon ex, il était désormais sénateur d'État. Avec un sourire narquois, il m'a lancé, « Alors, tu n'as jamais trouvé ton prince charmant sur son cheval blanc, hein ?» Mais à cet instant précis, un petit garçon s'est précipité dans la salle en criant, « Maman! Papa est là !» La porte s'est ouverte à la volée. Et le visage du sénateur est devenu blanc comme un linge. J'étais debout au milieu du gymnase du lycée Riverside, tenant un verre d'eau pétillante que je n'avais pas encore touché, quand j'ai entendu sa voix percer le bruit de 200 personnes rattrapant 15 ans de leur vie. Cette voix, je l'aurais reconnue dans un immeuble en feu, dans un aéroport bondé, dans un cauchemar. Elle n'avait pas du tout changé. Toujours porteuse de cette nuance particulière de confiance qui frôle l'arrogance. Le genre de voix qui s'attend à ce que les pièces se taisent quand elle parle. Olivia. Olivia Chen. Je me suis retourné et il était là, Brandon Whitfield. Sauf que ce n'était pas le Brandon dont je me souvenais. Le grand dadais de 20 ans qui me volait des frites dans mon assiette au Dairy Queen sur la route 9 et me disait que j'étais trop sensible chaque fois que je pleurais devant un film. Ce Brandon portait un costume qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Il avait le genre de bronzage qui ne vient pas du jardinage, mais d'événements de campagne tenus sur des terrains de golf. Et épinglé à son revers se trouvait un petit drapeau américain, parce qu'évidemment il y en avait un. Il était maintenant sénateur d'État. J'avais vu son visage sur des panneaux d'affichage en venant ici. Brandon Whitfield, une nouvelle voix pour l'avenir de l'Ohio, souriant de ce même sourire qu'il m'adressait quand il voulait quelque chose. Brandon, ai-je dit. J'ai gardé une voix égale. Je m'étais entraîné à être égal. Il m'a toisé de haut en bas, pas subtilement, pas de la manière dont une personne décente essaie d'être discrète, mais ouvertement, comme s'il évaluait un bien immobilier et n'était pas sûr qu'il ait conservé sa valeur. J'ai vu le calcul se faire derrière ses yeux. Et puis il a souri plus largement et a dit la chose qui allait changer tout le reste de cette soirée. Alors il a dit, en penchant la tête avec ce sourire narquois que je trouvais autrefois charmant et que je reconnaissais maintenant comme toute autre chose, « Jamais trouvé ton prince charmant, hein ?» Les gens près de nous, Jennifer Kowalski, que je n'avais pas vu depuis la remise des diplômes, et un type dont le badge indiquait Todd. Ils ont tous les deux entendu. Les yeux de Jennifer se sont un peu écarquillés. Todd a regardé son verre, et Brandon est resté là, à l'aise dans sa cruauté, attendant que je me recroqueville comme je le faisais toujours. Mais voilà le truc avec les 15 années qui s'étaient écoulées entre nous. Beaucoup de choses s'étaient passées en 15 ans. Beaucoup de choses dont Brandon Whitfield ne savait absolument rien. Avant que je puisse dire un seul mot en retour, j'ai entendu le son qui a réinitialisé tout mon système nerveux. Comme il l'a toujours fait, comme il le fera toujours. De petites baskets qui crissent sur le sol d'un gymnase. La voix d'un enfant, claire et brillante comme une cloche, perçant directement le bruit des adultes. Maman, papa est là. Je lui ai dit où te trouver. Mon fils Lucas a traversé le gymnase en sprintant, se faufilant entre les jambes, le visage illuminé comme un matin de Noël, sa petite cravate à clip déjà de travers. Il s'est jeté contre moi et a attrapé ma main, et il me tirait déjà vers la porte, vers l'entrée, où les portes doubles s'ouvraient en laissant entrer l'air d'octobre. J'ai regardé le visage de Brandon Whitfield à ce moment précis. J'ai vu la couleur le quitter. J'ai vu le sourire narquois se dissoudre en quelque chose que je n'avais jamais, pas une seule fois, vu là auparavant. Quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. Parce que debout dans l'embrasure de la porte, la remplissant comme il a tendance à remplir une pièce, non pas avec du bruit ou de l'agressivité, mais avec le genre de confiance tranquille qui n'a pas besoin de s'annoncer, se trouvait mon mari. Et Brandon Whitfield l'a reconnu immédiatement. N'importe qui en Ohio l'aurait reconnu, mais j'anticipe. Laissez-moi vous ramener là où tout a vraiment commencé. Parce que la réunion n'était que la fin d'une histoire et le début d'une autre. Et pour comprendre ce qui s'est passé quand ces portes de gymnase se sont ouvertes, vous devez comprendre ce qu'il a fallu pour en arriver là. Il y a 15 ans, j'étais la fille qui aimait Brandon Whitfield au point que ça me faisait peur. J'avais 18 ans et je venais d'être admise à l'université d'État de l'Ohio avec une bourse partielle en biochimie. Ma mère a pleuré quand la lettre est arrivée. Mon père nous a tous emmenés chez Applebee's, l'endroit le plus chic où il se sentait à l'aise de faire des folies, et il a commandé le steak, ce qu'il ne faisait jamais. C'est à quel point cela semblait important. C'était le monde d'où je venais.
Brandon et moi étions ensemble depuis la première. Il était le genre de gars qui semblait être l'enfant chéri de toute la ville. Quarterback titulaire, président du conseil des élèves, celui que tous les professeurs aimaient parce qu'il pouvait user d'un charme que les adultes trouvaient très convaincant. Ma meilleure amie de l'époque, Ashley Mercé, disait que Brandon collectionnait les gens comme certains enfants collectionnent les cartes de baseball, non pas parce qu'il se souciait d'eux, mais parce que les avoir lui faisait du bien. Je n'écoutais pas Ashley. J'avais 18 ans et j'étais amoureuse et je pensais le comprendre d'une manière que les autres ne comprenaient pas. Je pensais que ce que nous avions était réel. Nous avons fait la relation à distance pendant exactement un semestre. Il était aussi à l'université d'État de l'Ohio, mais il a rejoint une fraternité le premier mois, et son calendrier social s'est rempli de manière qui ne m'incluait pas. Les appels sont devenus plus courts, les textos plus lents. En décembre, il me disait que j'étais trop collante et que je devais lui donner de l'espace pour grandir. Je me souviens être assise par terre dans ma chambre de dortoir à Moral Tower, le dos contre le lit, le téléphone sur mes genoux, en pensant, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Que dois-je corriger en moi pour que ça marche? J'ai passé des mois sur cette question. Des mois à poser la mauvaise question. La rupture effective s'est produite par texto. 3 lignes. Je pense que nous voulons des choses différentes. Je dois me concentrer sur mon avenir. J'espère que tu comprends. Il l'a envoyé à 23h47 un mardi soir pendant la semaine des examens. J'ai appris par Jennifer Kowalski, qui même à l'époque était une source fiable d'informations sociales, qu'il voyait une fille de Kappa Delta depuis 6 semaines avant de m'envoyer ces 3 phrases. J'ai pleuré pendant ce qui m'a semblé être une durée appropriée. Et puis j'ai fait quelque chose qui s'est avéré être l'une des meilleures décisions de ma vie. Je me suis entièrement plongé dans la biochimie. J'ai arrêté de me faire plus petite pour m'adapter aux ambitions de quelqu'un d'autre. J'ai commencé à prendre de la place. En 3e année d'université, j'ai rencontré une professeure nommée Dr Karen Webb, qui m'a dit que j'avais l'un des esprits les plus méthodiques qu'elle ait rencontrés en 20 ans d'enseignement. Elle m'a poussé vers les études supérieures. J'ai failli ne pas postuler. J'ai failli me dissuader avec la même voix qui me disait que j'étais trop sensible, trop collante, trop. Mais j'ai postulé. J'ai été accepté. J'ai obtenu une bourse complète. À 26 ans, j'avais un doctorat en biochimie de l'Université d'État de l'Ohio, une publication dans le Journal of Biological Chemistry, et une offre d'emploi d'une société de recherche à Columbus qui me payait 94 000 $ par an pour commencer. Mon père nous a emmenés dans un restaurant de grillades cette fois-là, un vrai. Et puis, lors d'une conférence à Chicago quand j'avais 28 ans, j'ai rencontré Daniel. Je dois vous parler de Daniel de la bonne manière parce que les gens veulent toujours le réduire à son curriculum vitae et c'est exactement la mauvaise façon de le comprendre. Oui, au moment où je l'ai rencontré, il avait déjà construit quelque chose de remarquable. Oui, au moment où nous sommes entrés ensemble dans ce gymnase de lycée, il était quelqu'un dont la plupart des gens en Ohio reconnaissaient le nom. Mais le Daniel dont je suis tombé amoureuse à Chicago était un homme qui a débattu avec moi pendant 2 heures sur le repliement des protéines autour d'un café de centre de conférence horrible. Qui riait si facilement et si sincèrement que je continuais à dire des choses juste pour l'entendre rire à nouveau. Qui m'a appelé 3 jours après que nous ayons échangé nos numéros et a dit, je sais que c'est peut-être trop direct, mais je n'ai pas arrêté de penser à cette conversation et j'aimerais vraiment en avoir une autre. Trop direct. J'adorais le trop direct. J'avais passé tellement de temps avec un homme qui ne disait jamais rien directement dans sa vie. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant qu'il me dise qu'il tombait amoureux de moi. Il l'a dit un mardi, pas une occasion spéciale, juste un mardi soir ordinaire dans mon appartement à Columbus. Nous faisions la vaisselle. Il m'a tendu une poêle mouillée à sécher et il a dit, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Et je voulais le dire pendant que nous faisions quelque chose de normal, pas pendant un grand moment, parce que je veux que tu saches que ce n'est pas à propos du moment. C'est juste toujours vrai. J'ai failli laisser tomber la poêle. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Petite cérémonie, juste la famille et les amis proches dans un vignoble près de Columbus. Ma demoiselle d'honneur était Ashley Mercé, qui a pleuré tout le temps et n'arrêtait pas de murmurer, je t'avais dit que Brandon était une carte de baseball. Notre dîner de réception a coûté moins que ce que certaines personnes dépensent pour des bagues de fiançailles, et c'était la meilleure nuit de ma vie. Lucas est arrivé 18 mois après le mariage. 8 livres et 4 onces,
né un jeudi matin de mars avec les yeux de son père et mon caractère têtu déjà pleinement opérationnel dès le premier jour. Daniel s'est assis à côté de mon lit d'hôpital pendant 12 heures, m'a tenu la main et m'a parlé de tout et de rien. Son enfance à Cincinnati, la science derrière l'odeur des hôpitaux, le nom sur lequel nous nous étions enfin mis d'accord. Et je me souviens avoir pensé, c'est ce que ça devait être, pas la performance de l'amour, la chose réelle. La vie s'est installée dans quelque chose qui semblait presque trop beau pour être vrai. Nous avions une maison dans une banlieue appelée Worthington, 4 chambres, un bon district scolaire, une association de propriétaires qui envoyait des lettres passives-agressives sur la hauteur de la pelouse 2 fois par an. Ce que Daniel trouvait hilarant et que je trouvais légèrement stressant. Lucas a commencé la maternelle. Daniel voyageait parfois pour le travail, mais jamais d'une manière qui donnait l'impression qu'il disparaissait. Je suis retourné à la société de recherche à temps partiel après mon congé de maternité, et ils ont été vraiment flexibles à ce sujet, ce à quoi je ne m'attendais pas et dont j'étais profondément reconnaissante. L'invitation à la réunion est arrivée début septembre, transférée à mon courriel depuis une liste de diffusion de la promotion 2009 à laquelle je ne m'étais apparemment jamais désinscrite. Réunion des 15 ans du lycée Riverside, le 14 octobre, dans le gymnase parce qu'apparemment le comité d'organisation n'avait pas opté pour un lieu plus chic. J'ai failli la supprimer. C'est Daniel qui m'a vu hésiter au-dessus de l'icône de la corbeille. « Tu devrais y aller », a-t-il dit, se penchant par-dessus mon épaule au comptoir de la cuisine. Je n'ai pas parlé à la plupart de ces gens depuis la remise des diplômes. Exactement, a-t-il dit. Ce qui signifie que tu peux te montrer tel que tu es maintenant, pas la personne qu'il connaissait à l'époque. Je l'ai regardé. Brandon sera probablement là. Daniel est resté silencieux pendant exactement 2 secondes. Alors, c'est encore mieux. Il l'a dit sans aucune animosité, sans aucune performance, juste calmement comme s'il savait déjà quelque chose que j'étais encore en train de comprendre. J'ai répondu par l'affirmative. Le soir même, j'ai acheté une robe, bleu marine, ajustée, le genre de chose qui n'en fait pas trop, mais ne s'excuse pas non plus. Je me suis fait coiffer le matin même. Je me suis regardé dans le miroir avant de partir, et j'ai pensé, d'accord. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que Lucas supplie de venir. Il avait 4 ans et ne pouvait absolument pas comprendre ce qu'était une réunion de lycée, mais il nous avait entendus, Daniel et moi, en parler pendant des semaines et avait développé la conviction puissante qu'il était exclu de quelque chose d'important. Il se tenait dans la cuisine dans son petit pantalon kaki et sa cravate à clip, qu'il avait mise lui-même, déterminé à être habillé pour l'occasion, et il m'a regardé avec les yeux de son père et a dit « Je veux voir où tu allais à l'école, maman, s'il te plaît. » Daniel était censé terminer un appel. Il devait nous y retrouver plus tard, une fois Lucas déposé chez ma mère. C'était le plan. Mais les plans, comme je l'ai appris, ont une façon de se réviser au moment parfait. Je suis allé à la réunion seul. Je suis entré dans ce gymnase seul. J'ai pris mon badge. J'ai pris mon verre d'eau pétillante. J'ai trouvé Jennifer Kowalski près du mur d'exposition de photos où ils avaient épinglé les vieilles pages de l'annuaire. Et pendant environ 20 minutes, c'était en fait bien. C'était en fait plutôt agréable. Les gens avaient vécu des vies entières. Certains avaient déménagé et étaient revenus. Certains étaient restés et avaient construit des choses. La femme qui était assise derrière moi en cours d'anglais avancé avait ouvert une boulangerie à Dayton. Le gars qui m'avait une fois lancé un avion en papier à la tête en classe était devenu infirmier en pédiatrie et avait l'air sincèrement, profondément heureux de l'être. Et puis j'ai entendu cette voix. Olivia. Olivia Chen. On m'a demandé depuis cette nuit-là si j'étais nerveuse en y allant, si je m'étais préparée à le voir. Et la réponse honnête est que je pensais l'être. Je pensais que 15 ans, un doctorat, un mari que j'aimais vraiment et un fils qui portait des cravates à clip par choix m'avaient préparé à tout ce que Brandon Whitfield pourrait me lancer. J'avais globalement raison sur ce point. Mais je n'avais pas tout à fait anticipé la cruauté spécifique et étudié de sa manière de le dire. La façon dont il m'a regardé comme si j'étais une question dont il connaissait déjà la réponse. La façon dont il l'a dit assez fort pour que les gens autour de nous l'entendent, parce qu'il avait toujours eu besoin d'un public pour ses meilleurs numéros. Jamais trouvé ton prince charmant, hein. Le bruit du gymnase sembla s'estomper autour de moi. Le visage de Jennifer se figea au milieu d'une expression. Todd étudia son verre avec une intensité religieuse, et je suis resté là pendant une demi-seconde, non pas en me recroquevillant,
mais en me rassemblant, et j'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose que je n'avais pas encore décidé. C'est à ce moment précis que j'ai entendu les baskets. C'est à ce moment précis que Lucas est arrivé en volant à travers le sol du gymnase, la cravate déjà de travers, le visage rayonnant de joie, criant à propos de son papa. Et j'ai regardé le visage de Brandon Whitfield. Et j'ai vu quelque chose changer derrière ses yeux. La reconnaissance, puis le calcul, puis quelque chose de plus froid. Alors que les portes doubles au bout du gymnase s'ouvraient en grand, et que l'air d'octobre entrait, et que mon mari passait la porte, j'ai vu l'expression de Brandon changer en temps réel. J'ai vu le sang quitter littéralement son visage. Sa mâchoire s'est crispée. Ses épaules ont eu un mouvement involontaire. Et j'ai pensé, le voilà. Voilà le moment que tu n'as pas vu venir, Brandon. Parce que tu n'as jamais prêté attention aux choses que tu méprisais. Et le fait est qu'il a reconnu Daniel pour une raison. Une raison très spécifique, très publique à laquelle je n'avais pas entièrement pensé lorsque j'ai répondu oui à cette réunion. Une raison qui allait rendre les 2 heures suivantes les plus intéressantes de ma vie d'adulte. Mais Lucas tirait déjà sur ma main, me tirant vers la porte, vers mon mari. Et je l'ai laissé me tirer. Je l'ai laissé me tirer droit vers le regard sur le visage de Brandon Whitfield que j'attendais sans le savoir depuis 15 ans. La main de Lucas était chaude et petite dans la mienne, et il bavardait déjà sur le fait que papa avait trouvé une place de parking tout de suite, ce qui était apparemment une grande affaire, et que papa l'avait laissé appuyer sur le bouton de l'ascenseur dans le hall. Ce qui était une affaire encore plus grande. Mon fils, 4 ans, avec une cravate à clip et les yeux de son père, et absolument aucune idée que l'homme debout à 10 pieds derrière nous venait de passer les 30 pires secondes de sa vie d'adulte. Daniel a franchi ses portes doubles et l'air d'octobre est entré avec lui, et il a balayé la pièce du regard comme il le fait toujours. Pas en cherchant exactement, plutôt en s'orientant, comme le fait quelqu'un qui est complètement à l'aise où qu'il se trouve. Il a d'abord repéré Lucas, a souri, puis ses yeux ont trouvé les miens, et le sourire est resté exactement le même. Chaleureux, facile, réel. « Salut » a-t-il dit quand nous nous sommes rejoints. Il m'a embrassé sur la joue, puis s'est accroupi au niveau de Lucas et a redressé la cravate à clip avec 2 doigts. « Beaucoup mieux » a-t-il dit sérieusement. Lucas a rayonné comme s'il venait de recevoir un prix. Je me suis retourné. Brandon Whitfield n'avait pas bougé. Il était toujours au même endroit, mais tout le reste en lui avait changé. L'aisance étudiée avait disparu. La posture d'événement de campagne avait disparu. Il ressemblait à un homme qui venait de faire un calcul et était arrivé à un nombre qu'il ne voulait pas voir. Parce que voici la chose que je n'avais pas entièrement réalisée quand j'ai répondu à cette réunion. La raison pour laquelle le visage de Brandon est devenu de la couleur d'une vieille plaque de plâtre quand Daniel est entré n'était pas seulement que Daniel était mon mari. C'était que Daniel Reeves était le fondateur et PDG de Meridian Biotech, la société de recherche basée à Columbus qui, 8 mois plus tôt, avait fait l'objet d'une enquête d'éthique du Sénat de l'État que Brandon Whitfield avait publiquement défendue. Brandon avait donné 3 conférences de presse. Il s'était tenu à des podiums et avait qualifié les demandes de subventions fédérales de Meridian de schémas de malversation financière et des embarras pour la communauté scientifique de l'Ohio. Il l'avait dit aux informations locales. Il l'avait dit sur un podcast que 20 000 personnes avaient téléchargé. L'enquête n'a rien trouvé, pas une seule irrégularité. La commission d'éthique de l'Ohio a complètement blanchi Meridian par écrit dans un rapport de 22 pages qui utilisait le mot exemplaire 2 fois. Daniel n'avait pas dit un mot publiquement sur le rôle de Brandon dans cette affaire. Il n'en avait pas eu besoin. Le rapport disait tout. Et maintenant, voici Brandon Whitfield, debout dans le gymnase du lycée Riverside, venant de dire à la femme du PDG qu'elle n'avait jamais trouvé son prince charmant, alors que ce PDG était accroupi à 6 pieds de là en train de redresser la cravate à clip de leur fils de 4 ans. Jennifer Kowalski n'avait pas bougé non plus. Je pouvais sentir sa présence à mon épaule gauche, de la même manière que l'on sent un changement de temps. Jennifer était une chroniqueuse sociale fiable depuis la 3e. Quoi qu'il se passe dans les 5 prochaines minutes allait être documenté et distribué avec l'efficacité d'une agence de presse. Daniel s'est relevé, la main de Lucas dans la sienne, et a regardé à travers la pièce. Il a vu Brandon. Son expression n'a pas du tout changé. C'était en quelque sorte la chose la plus puissante à ce sujet, l'absence totale de performance. Il regardait simplement un homme qu'il reconnaissait avec un visage qui disait « Oui, je te vois là, et j'ai déjà décidé que tu ne valais pas la peine de réorganiser ma soirée. »
Brandon a fait l'erreur de s'approcher de nous. Je ne sais pas ce qu'il pensait qu'il allait se passer. Peut-être pensait-il qu'il pouvait faire ce qu'il avait toujours fait, user de son charme, gérer la situation, recadrer la situation avant qu'elle ne lui échappe. Il le faisait depuis la première au lycée. Cela avait fonctionné pendant longtemps. Il a tendu la main à Daniel. Brandon Whitfield, a-t-il dit. Sénateur d'État, District 14. Olivia et moi, ça remonte à loin. Daniel a regardé la main pendant exactement une seconde. Puis il l'a serrée brièvement. De la manière dont vous serrez la main de quelqu'un envers qui vous êtes professionnellement courtois et rien de plus. Daniel Reeves a-t-il dit, je sais qui vous êtes, sénateur. La façon dont il a dit le sénateur, pas agressive, pas sarcastique, juste parfaitement, précisément neutre, comme une porte qui se ferme doucement. Brandon a ri. Ce rire social, celui qui permet de gagner du temps. Le monde est petit, a-t-il dit. J'étais juste en train de prendre des nouvelles d'Olivia, de la féliciter. Pourquoi, a demandé Daniel. Sincèrement calme, sincèrement curieux. Le rire de Brandon a vacillé. Pour. Eh bien, pour tout, je suppose. On dirait que la vie a été bonne. Elle l'a été, ai-je dit. J'ai entendu ma propre voix, stable et claire. Daniel, Brandon me demandait juste si j'avais trouvé mon prince charmant. La pièce autour de nous était devenue très, très silencieuse. Pas silencieuse. Il y avait encore 200 personnes qui parlaient, mais les personnes à portée de voix avaient cette immobilité particulière des individus qui ont arrêté de faire semblant de ne pas écouter. Jennifer n'avait pas bougé d'un pouce. Todd avait abandonné toute prétention de s'intéresser à son verre. Une femme nommée Carla Figueroa, que je reconnaissais du cours d'histoire avancée, s'était rapprochée d'environ 3 pieds au cours des 90 dernières secondes. Daniel m'a regardé. Puis il a regardé Brandon. Et puis il a fait quelque chose que je n'avais pas prévu. Il a souri. Un vrai sourire, pas une performance. Que as-tu répondu, m'a-t-il demandé. Lucas a interrompu avant que je ne puisse. J'ai dit papa, a dit Lucas serviablement depuis quelque part au niveau de la hanche. Cet homme a dit quelque chose à maman, et maman a fait une grimace. Un son s'est échappé de Jennifer qu'elle a rapidement converti en tout. Daniel a regardé Lucas avec un sérieux complet. Quel genre de grimace? Lucas a considéré cela avec la gravité d'un témoin expert de 4 ans. La grimace qu'elle fait quand quelqu'un dit quelque chose de stupide, a-t-il dit. Il y eut un moment de silence cristallin parfait. Et puis Carla Figueroa a ri, un son sec et involontaire, et Jennifer a complètement abandonné sa performance de tout. Et même Todd, qui avait étudié son verre comme s'il contenait les réponses aux examens finaux, a fait un bruit qui était clairement un rire étouffé, mal converti en raclement de gorge. La mâchoire de Brandon Whitfield s'est crispée. L'épingle du drapeau américain sur son revers a capté la lumière du gymnase. Il refaisait le calcul derrière ses yeux. Comment sauver la situation? Comment la recadrer? Comment quitter la pièce en ayant l'air d'être celui qui ne venait pas d'être résumé par un enfant de 4 ans? Eh bien, a-t-il dit, et sa voix avait perdu quelque chose, un peu de son vernis. C'était bon de te voir, Olivia. Content que les choses se soient bien passées. Il commençait déjà la retraite sociale, le léger tour d'épaule, les yeux cherchant un autre endroit où être. Et je l'ai laissé faire exactement 2 pas. Puis j'ai dit doucement, clairement, juste pour lui, Brandon. Il s'est arrêté, s'est retourné. Je veux m'assurer que tu as entendu ce que mon fils vient de dire, lui ai-je dit. Non pas parce que j'ai besoin que tu te sentes mal à ce sujet, mais parce que j'ai passé environ 3 mois dans ma chambre de dortoir en première année à me demander ce que je devais corriger en moi pour te faire rester. J'avais 18 ans et je pensais que c'était une vraie question. J'ai fait une pause. Ce n'était pas une vraie question. Je l'ai finalement compris. Il a fallu un doctorat en biochimie, un mari qui me dit qu'il m'aime les mardis ordinaires en faisant la vaisselle, et un enfant qui a apparemment d'excellents instincts. Mais je l'ai compris. Brandon n'a rien dit. Il avait l'air d'un homme qui était entré dans une pièce en s'attendant à être le plus grand et avait découvert que le plafond était plus bas qu'il ne s'en souvenait. Bonne soirée, ai-je dit. Félicitations pour le siège au Sénat. Il est parti. Il est vraiment parti. Pas seulement déplacé dans le gymnase, mais il est allé au vestiaire, a récupéré sa veste,
et a disparu en moins de 4 minutes. Jennifer l'a suivi. Elle me l'a confirmé plus tard par message texte avec l'horodatage. Ce qui s'est passé ensuite, c'est la partie que personne ne vous raconte dans les films. Il n'y a pas eu de musique dramatique. Lucas voulait savoir s'il y avait de la nourriture à la fête parce qu'il avait faim et que la cravate le grattait. Daniel a trouvé une table près du fond où il servait ses petites assiettes d'amuse-gueule, et il a donné à Lucas un tas de mini-quiches, que Lucas a examiné avec une profonde méfiance avant de décider qu'elles étaient acceptables. Jennifer est venue me trouver et nous nous sommes assises et avons parlé pendant 1 heure, vraiment parlé de son divorce et de mes recherches et de son idée de boulangerie et de ce que l'on ressent vraiment quand on a la trentaine et qu'on sait enfin qui on est. Carla Figroa s'est arrêtée à la table et a dit, pas à voix basse, c'était la meilleure chose que j'ai vue à un événement de Riverside High depuis que le DJ du bal de promo de première a joué la mauvaise chanson pendant toute la première heure. Je l'ai remercié. Je le pensais. Daniel s'est assis avec Lucas et l'a laissé manger des mini-quiches et m'a regardé de l'autre côté de la pièce avec une expression que je connais bien. Pas de la fierté exactement, quelque chose de plus calme que la fierté. Le regard d'une personne qui est exactement là où elle veut être et le sait. À 21h15, Lucas dormait dans son siège auto avant que nous n'atteignions le premier feu de circulation, portant toujours la cravate à clip. Daniel conduisait et j'étais assise sur le siège passager et nous n'avons pas parlé pendant quelques minutes. Juste à écouter le bruit de l'autoroute et la respiration petite et régulière de Lucas à l'arrière. La grimace qu'elle fait quand quelqu'un dit quelque chose de stupide, a finalement dit Daniel, et il souriait à la route. Il a ton sens du timing, ai-je dit. Il a tes instincts. J'ai regardé par la fenêtre. Les panneaux d'affichage de l'autoroute étaient allumés dans le noir, faisant de la publicité pour des matelas, des assurances auto et des avocats spécialisés en dommages corporels. Pas de campagne sénatoriale sur ce tronçon. J'ai pensé à la fille qui s'était assise sur le sol d'une chambre de dortoir à Moral Tower avec son téléphone sur les genoux, se demandant ce qu'elle devait corriger. J'ai pensé à quel point j'avais été certaine à 18 ans que perdre Brandon Whitfield était un type spécifique de dommage permanent, quelque chose que je porterais. Je l'ai porté, mais pas de la manière que j'avais imaginée. Je l'ai porté comme on porte une cicatrice qui a bien guéri. On peut sentir où elle était. On sait ce qui s'est passé là, mais ça a cessé d'être une blessure il y a longtemps. C'est juste devenu une partie de la carte de comment on est arrivé ici. Ici, étant spécifiquement une voiture sur une autoroute sombre de l'Ohio à côté d'un homme qui me dit des choses les mardis ordinaires, derrière un enfant de 4 ans endormi dans une cravate à clip qui dit la vérité sur les visages sans savoir à quel point c'est rare. 6 mois après la réunion, Brandon Whitfield a annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat au Sénat. Le communiqué de presse citait un désir de poursuivre des opportunités dans le secteur privé. Je l'ai lu sur mon téléphone au petit déjeuner. J'ai posé le téléphone, fini mon café et n'y ai pas repensé pendant très longtemps. Lucas demande toujours à porter la cravate à clip pour des occasions, les courses, les rendez-vous chez le dentiste, un voyage mémorable à la préfecture. Daniel lui en a acheté 2 autres, une bleu marine et une à carreaux parce qu'il a dit qu'un homme devrait avoir des options. Notre association de propriétaires a envoyé une lettre le printemps dernier à propos de la hauteur de notre jardin avant qui dépassait de 2 pouces la norme. Daniel l'a encadré et l'a accroché dans son bureau. Je trouve toujours cela légèrement stressant, et il trouve toujours cela hilarant. Et ce désaccord spécifique est, j'ai décidé, le portrait le plus honnête d'un mariage qui fonctionne que je puisse vous donner. Certaines choses, on ne s'en remet pas. Certaines choses, on les dépasse simplement en grandissant. De la même manière qu'un arbre grandit au-delà de la clôture qui était autrefois censée le contenir. On devient assez grand pour que la clôture n'ait plus d'importance. La clôture est toujours là. On n'est juste plus à l'intérieur. C'est toute l'histoire. Le garçon à la cravate à clip a dit la vérité. L'homme dans l'embrasure de la porte n'a pas eu besoin de dire un mot. Et la fille qui pensait autrefois qu'elle avait besoin d'être réparée est sortie de ce gymnase en sachant, avec le genre de certitude qui ne nécessite la confirmation de personne d'autre, qu'elle n'avait jamais été brisée.